Les États, les entreprises et diverses organisations se financent sur le long terme à travers l'emprunt obligataire. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité des obligations par rapport à d'autres modes d'endettement? Comment comptabiliser ces obligations depuis la souscription jusqu'au remboursement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo afin de t'aider à décrocher l'UE10 de comptabilité approfondie au DCG 2020. Et c'est parti! On va donc commencer par voir qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, dans cette partie du cours. Premièrement, ce sera la gestion de l'emprunt, comment traiter, comment calculer, comment comptabiliser l'émission, le service de l'emprunt, la régularisation d'inventaire dans les opérations de fin d'exercice. Deuxièmement, on parlera également des bons de souscription d'obligations. Ça, c'est un point important que tu dois comprendre parce que le programme officiel de l'examen prévoit que dans l'emprunt obligataire, que l'étudiant puisse bien comprendre la notion de bon de souscription, d'obligation, et on va le voir également. Et enfin, le rachat d'obligations. Une entreprise qui a émis au départ des obligations peut décider à un certain moment, pour une raison quelconque, et on va le voir les deux raisons principales, les deux raisons majeures, qui peuvent amener l'entreprise à racheter ses propres obligations. Et on va voir donc comment cela est traité sur le plan comptable. Premièrement, qu'est-ce qu'on appelle un emprunt obligataire? En général, lorsque l'entreprise a besoin de fonds, il peut avoir qui? C'est vrai qu'il y a différents prêteurs qui peuvent exister. On peut avoir la banque, on peut avoir des prêteurs institutionnels comme des fonds de capital, n'est-ce pas? On peut également avoir le marché financier. En général, lorsque les montants sont très importants, sont significatifs, la banque ne va pas s'engager parce que ça dépasse en réalité son pouvoir, sa capacité à prêter de l'argent. À ce moment-là, les entreprises vont recourir à ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Qu'est-ce qu'un emprunt obligataire? En termes simples, c'est un type d'emprunt qui va être divisé en tout petits morceaux en parts égales qu'on va appeler obligations. Supposons qu'une entreprise a besoin, par exemple, de 100 millions d'euros de prêt. Alors, la banque n'est pas prête à lui prêter un montant si volumineux, si important, c'est 100 millions d'euros. Alors, les 100 millions d'euros vont être divisés, par exemple, en 1000 parts, en 1000 morceaux de 100 000 euros chacun. Des personnes physiques ou morales pourront donc acheter chacun de ces morceaux, chacun de ces 100 000 euros de titres pour prêter donc l'argent à l'entreprise à hauteur de ce qu'ils pourront prêter à cette entreprise. Donc, l'emprunt obligataire, c'est cet emprunt qui va être divisé en fractions égales correspondant à des titres de créance. Ce qui est intéressant avec l'emprunt obligataire, c'est que ces titres de créance peuvent être négociés et revendus sur le marché à d'autres investisseurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que si l'individu lambda a acheté un titre d'emprunt obligataire de 100 000 euros, il peut, s'il a des besoins d'argent, parce que ce ne sera pas remboursé immédiatement, comme on va le voir, il y a différents modes de financement, de remboursement, pardon, il y a des remboursements qui vont se faire par exemple à la fin de l'emprunt. Il peut donc aller sur le marché financier et dire tout simplement que bon voilà, je suis prêt à revendre mon titre que j'ai acheté qui vaut 100 000 euros. Et un autre investisseur qui va donc accepter de négocier la valeur de ce titre avec lui pourra donc lui donner de l'argent et pourra donc lui céder son titre. Donc ça c'est vraiment l'intérêt de ce type d'emprunt pour l'investisseur qui peut donc à tout moment avoir de la trésorerie en échange de la vente de son titre. Donc l'emprunt obligataire va être divisé en fractions égales et va être souscrite par un nombre de prêteurs qu'on appelle ici des obligataires pour une durée qui en général va varier entre 4 et 30 ans. Donc lorsque les entreprises ont des besoins de trésorerie sur le long terme, ils vont recourir à ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Ce d'autant plus que c'est vraiment adapté à des besoins énormes, gigantesques de trésorerie que la banque ne pourra pas forcément prêter à l'entreprise. Alors, quels sont donc les avantages? On vient de voir déjà quelques avantages pour l'investisseur. Donc, c'est une opération qui est moins risquée que l'acquisition d'actions parce qu'on sait que lorsqu'un investisseur va aller acquérir des actions, il est soumis aux aléas de la performance de l'entreprise parce que l'entreprise pourra peut-être faire des bénéfices, peut-être également qu'elle n'en fera pas. Lorsque l'entreprise ne fait pas de bénéfices, eh bien, des dividendes ne sont pas distribués. En revanche, lorsqu'un investisseur achète des obligations, l'entreprise a l'obligation, comme son nom l'indique, obligation, a l'obligation de payer des intérêts. Donc, quelque part, on va dire que c'est moins risqué pour l'investisseur, mais aussi moins rémunérateur parce que ici, les intérêts vont être plafonnés. Par contre, les actions,
vont donner droit à des dividendes qui vont varier en fonction de la performance de l'entreprise. Maintenant, il y a une certaine souplesse également dans l'achat d'obligations, dans l'investissement dans les obligations, parce qu'il y a la possibilité de les revendre avant l'échéance, comme on vient de le dire. Maintenant, pour la société émettrice, quel est son avantage d'émettre des obligations? Ça veut dire qu'elle se passe de la banque. Elle a directement accès au marché financier. Donc, quelque part, ça peut réduire également ses coûts, n'est-ce pas, d'endettement, les taux d'intérêt qu'elle va payer. Elle peut avoir des taux beaucoup plus intéressants, des taux beaucoup plus faibles que ceux que la banque lui aurait imposés. Autre intérêt, c'est qu'elle s'endette là sur le long terme. Si elle a des besoins de trésorerie pour des investissements dont le rendement va aller sur le long terme, va aller sur 20 ans, sur 25 ans, ben, il est beaucoup plus adapté de recourir, n'est-ce pas, à l'emprunt, à l'endettement obligataire. Maintenant, quelles sont les caractéristiques? Ici, on entre dans le jargon des obligations. Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle d'obligation? Premièrement, la valeur nominale. Parce qu'une obligation, qui est un titre, comme on vient de le dire, a une valeur nominale, une valeur faciale. C'est la valeur sur laquelle l'intérêt va être calculé. Parce que l'obligataire, c'est un prêteur. Il a prêté son argent. Il s'attend donc à être remboursé de ce qu'il a prêté et à percevoir comme rémunération des intérêts. L'intérêt est calculé sur la valeur nominale de l'obligation. Deuxièmement, il faut comprendre le prix d'émission. Le prix d'émission, c'est quoi? C'est le prix auquel l'emprunt va être émis. C'est le prix que l'obligataire va verser, l'argent que l'obligataire va verser à l'entreprise émettrice. C'est ça qu'on appelle le prix d'émission. Maintenant, ce prix d'émission va très souvent être distinct du prix de remboursement. Si un emprunt est par exemple émis à 100 000 euros, et j'en profite pour introduire un terme qui est très souvent utilisé pour les obligations, on parle d'émission au pair. Ça signifie quoi? Ça signifie que le prix que l'obligataire verse à l'entreprise, c'est exactement ce prix-là qui sera remboursé. On parle d'émission au pair. Si l'émission se fait au pair, s'il a prêté 100 000 euros, il va recevoir comme remboursement 100 000 euros. Et puis, sa rémunération sera l'intérêt qui va venir s'ajouter aux 100 000 euros. Maintenant, l'émission peut se faire non pas au pair, mais à un prix d'émission qui est différent du prix de remboursement. Il a prêté 100 000 euros à l'entreprise, mais l'entreprise s'engage à lui rembourser plus de 100 000 euros, par exemple 150, non, peut-être pas jusqu'à 150 000 euros, mais va par exemple lui rembourser 110 000 euros par titre. Les 10 000 euros de supplément correspondent à ce qu'on appelle ici une prime de remboursement. Donc voilà les 4 termes qu'il faut absolument comprendre lorsqu'on parle d'obligations. Maintenant, les modalités de remboursement, on va distinguer les obligations qui vont être remboursées en une seule fois, des obligations qui vont être remboursées en plusieurs temps, de manière échelonnée dans le temps. Lorsque c'est remboursé en une seule fois, dans le jargon, il faut comprendre ces termes-ci. Lorsqu'on dit remboursement in fine, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que parce que l'obligation, c'est quoi? On a un principal, c'est ce que l'obligataire a prêté, et puis on a des intérêts qui vont venir rémunérer ce principal-là. Donc, dans le remboursement in fine, il est prévu quoi? Que le principal de l'obligation soit remboursé à la fin de la durée de l'emprunt. Ça signifie quoi? Si on a un emprunt obligataire qui est émis par exemple le 1er janvier de l'année N et que ça va durer jusqu'au 31 décembre de l'année N plus 5. Donc, ce n'est qu'au 31 décembre de l'année N plus 5 que les obligataires, dans leur ensemble, vont être remboursés de ce qu'ils ont prêté à l'entreprise. Donc là, c'est le remboursement in fine. Il faut comprendre la notion d'in fine à la fin de la durée d'endettement. Alors, tous les ans, bien entendu, les intérêts vont être versés aux obligataires. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'emprunt à coupon zéro. L'emprunt à coupon zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupon, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt du tout à verser aux obligataires. Cependant, on aura une prime de remboursement très élevée afin que l'emprunt obligataire soit attractif pour les investisseurs. Donc, coupon zéro, ça signifie quoi? Durant la durée de l'emprunt, on le rembourse, il n'y a pas d'intérêt versé. Cependant, à la fin de l'emprunt, on aura donc à rembourser aux obligataires ce qu'ils ont prêté avec une forte prime de remboursement. Troisième mode de remboursement en une seule fois, c'est le remboursement à coupon unique. Donc, il y a des intérêts, c'est vrai, qui sont capitalisés chaque année. Ces intérêts ne sont pas versés chaque année, mais vont produire d'autres intérêts et attendre la fin de l'emprunt pour être remboursé avec le capital prêté. Ça, c'était pour les remboursements qui vont se faire à la fin. Maintenant, il y a des remboursements échelonnés, c'est-à-dire qu'on va rembourser au fur et à mesure. On va définir un nombre d'obligations qu'on va rembourser chaque année. C'est le cas, par exemple, de l'amortissement constant. Donc, c'est un même nombre d'obligations qui va être remboursé
à chaque échéance. Toujours est-il qu'à chaque période, à chaque échéance, chaque année par exemple, des obligations vont forcément être remboursées, mais le même nombre à chaque fois. Et la deuxième modalité qui existe, c'est l'amortissement par annuité constante. Ça veut dire que le montant d'argent qui est consacré à la gestion de l'emprunt est le même tous les ans. Mais la différence avec le précédent, c'est quoi? C'est que ici, le nombre d'obligations qui est remboursé à chaque fois va varier, de même que les intérêts, mais la somme du principal et des intérêts correspondent à un montant identique qui va donc être consacré à la gestion de l'emprunt tous les ans. Mais ça, c'est des cas assez rares en pratique. Dans la majorité des cas, c'est l'amortissement constant qui est pratiqué. Même dans les exercices qui sont proposés à l'examen, c'est l'amortissement constant, comme on va le voir à la fin du moins, lorsqu'on va conclure cette vidéo, on verra un cas pratique. Maintenant, comment ça se comptabilise l'emprunt obligataire chez l'emprunteur? Comment ça se comptabilise? Un nouvel emprunt, naturellement, on va débiter un compte de trésorerie puisqu'on va recevoir de l'argent. On va également débiter un compte de prime de remboursement si jamais il y a une prime de remboursement et on va créditer dans la contrepartie le compte d'emprunt obligataire. Pour ce qui est des intérêts, le compte de charge d'intérêt, le voici. Et puis, on va créditer au compte obligataire intérêt à payer qui sera donc soldé par le crédit du compte banque. Et puis, maintenant, pour la prime de remboursement, notez que si la prime de remboursement est comptabilisée dans ce compte, naturellement, ça va faire l'objet d'un amortissement sur une période qui ne va pas excéder 5 ans. Cette prime de remboursement va donc être amortie. Maintenant, il y a deux modalités d'amortissement possibles. L'amortissement linéaire, ça veut dire qu'on va diviser tout simplement le montant sur le nombre d'années d'amortissement. Ce sera le montant identique tout le temps. La deuxième modalité, c'est l'amortissement au prorata des intérêts courus. Alors, financièrement, ça fait plus de sens. Ça veut dire que la prime de remboursement est traitée exactement comme un intérêt et c'est vraiment une charge financière associée à l'emprunt. Donc, c'est tout à fait logique de l'amortir au même rythme que les intérêts qui sont donc versés sur l'emprunt. Alors, pour les frais d'émission, deux modalités de comptabilisation existent dans le PCG. La première modalité, eh bien, c'est de le comptabiliser directement en charge. Ça va avoir un impact direct sur le compte de résultat. C'est-à-dire, on débite un compte de charge, on crédite un compte de banque ou de tiers. La deuxième possibilité, c'est d'activer en débitant ce compte. C'est intéressant de noter ici que pour les frais d'émission d'emprunt, c'est pas un compte de charge immobilisé qui est débité, mais un compte 48, un compte d'attente, n'est-ce pas, qui va donc être débité du montant des frais d'émission d'emprunt, et puis on va créditer par le compte de transfert de charge, puisqu'au départ, on aurait mis directement en charge. Donc voilà pour la comptabilisation chez l'emprunteur. Maintenant, pour ce qui est du remboursement des obligations chez l'emprunteur, on va débiter le compte d'emprunt pour la partie qui est remboursée, par le crédit du compte obligataire à rembourser, et puis on va le solder par la trésorerie. Ensuite, voilà une notion très importante également qu'il faut comprendre pour pouvoir bien préparer son examen. C'est le rachat des obligations. Et le programme officiel prévoit expressément que l'étudiant puisse bien comprendre cette partie. Donc, il peut arriver qu'une entreprise décide de racheter ses propres obligations. C'est-à-dire qu'elle a emprunté de l'argent sur le marché financier. Supposons qu'elle a emprunté 100 millions d'euros, comme on le disait, le 1er janvier de l'année N. Elle est supposée rembourser cela au 31 décembre de l'année N plus 5. Mais pour deux raisons qui peuvent exister, elle décide avant le 31 décembre de l'année N plus 5 de racheter ses obligations. Si elle rachète ses obligations, ça signifie que les obligataires vont être payés du cours de du montant correspondant au cours de l'obligation à la date où ils vont donc être payés. Pourquoi est-ce qu'une entreprise va racheter ses obligations et ainsi mettre prématurément terme à cet emprunt? La première raison, ce pourrait être que sur le marché financier, les taux d'intérêt soient vraiment alléchants, que les taux d'intérêt soient très faibles. Supposons que vous avez un emprunt obligataire qui est en cours, mais sur cet emprunt obligataire, vous payez un intérêt par exemple de 10%. Alors que sur le marché financier, il est possible de recourir à un endettement à un taux de 5%. Ça signifie que si vous ne profitez pas de cette opportunité où les taux d'intérêt sont bas, vous allez continuer à rembourser un emprunt avec des taux d'intérêt très élevés et par conséquent des charges financières très importantes et lourdes pour l'entreprise. Par conséquent, qu'est-ce que certaines entreprises font? Elles vont donc racheter les obligations qui sont en circulation, n'est-ce pas? Ça leur évite de payer sur les années des intérêts très élevés et émettre un nouvel emprunt avec des conditions beaucoup plus favorables pour elles, dont le taux d'intérêt bas sur le marché. Donc voilà qui peut expliquer qu'une entreprise rachète ses obligations. La deuxième possibilité, c'est qu'une entreprise va estimer que, bon, voilà, sur le marché financier, il est aujourd'hui possible d'avoir accès à des emprunts obligataires avec une maturité plus longue.
ça veut dire qu'elle pourra rembourser sur un temps plus élevé. Supposons que au départ, elle s'est endettée à 100 millions d'euros, mais le projet sur lequel elle est en train de bosser, de travailler, prend tellement de temps et elle pourrait s'asphyxier en continuant du moins en persistant dans cette idée de rembourser à une échéance assez brève cet emprunt de 100 millions d'euros. Alors, ça peut être intéressant pour elle, voilà, de rembourser rapidement ces 100 millions d'euros et en même temps de recourir à un nouvel endettement sur sur une maturité plus longue. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, nous, comptables actuellement, c'est de savoir comment traiter ces cas-là, comment comptabiliser un rachat d'obligations. C'est pas compliqué. Il y a ce compte prévu d'ailleurs par le PCG, par le plan comptable général français, obligations et bons émis par la société et rachetés par elle, 505, c'est ce compte-là qui va être débité, de la valeur payée aux actionnaires, aux obligataires, n'est-ce pas? La valeur payée aux obligataires. Ensuite, on va annuler tout simplement les obligations qui ont été rachetées en débitant ce compte, emprunt obligataire 163, par le crédit du compte de 505 qui sera donc mis à zéro. Cette opération va dégager soit un boni, soit un mali sur rachat d'obligations qui va donc, si c'est un boni, on va le comptabiliser d'un compte de produits financiers, un mali d'un compte de charges financières. Donc voilà comment on va traiter les rachats d'obligations. Maintenant, chez le souscripteur, comment on comptabilise les opérations liées à l'endettement, à l'obligation? On va distinguer deux situations. Est-ce que la société a l'intention de conserver durablement ses titres? Si elle a l'intention de conserver ses titres et de dégager des plus-values sur le long terme, il est clair que c'est une immobilisation financière pour elle et elle aura à utiliser ce compte 27-21. Et puis les revenus dégagés par ces obligations vont être comptabilisés dans ce compte. Et enfin, les intérêts courus qu'elle devra, dans les intérêts courus, c'est-à-dire qu'à chaque clôture, elle doit comptabiliser les intérêts courus dans ce compte. Maintenant, si elle acquiert des titres, des obligations juste à des fins spéculatives pour faire des gains sur le court terme, pour se faire de l'argent à très brève échéance, il va de soi que ce n'est pas une immobilisation, mais c'est plutôt une valeur mobilière de placement qu'elle va mettre dans ce compte obligation 506. Les revenus dégagés vont dans le 764, pardon, et puis les intérêts courus dans le 5088. Donc voilà pour ce qui est de la comptabilisation chez le souscripteur. Maintenant, parlons de cette notion ultra importante également, les obligations à bon de souscription d'obligations, pas les d'obligations qui vont être associées à un autre petit titre qu'on va appeler le bon de souscription d'obligations, qui donne le droit à l'investisseur de pouvoir participer à une autre émission d'obligations. Alors, il arrive que l'entreprise, elle a besoin d'obtenir un emprunt obligataire, mais à des conditions assez intéressantes. C'est-à-dire qu'elle veut avoir des taux d'intérêt qui sont assez bas. Mais comment est-ce qu'elle va inciter un investisseur à accepter d'acheter un titre avec des taux d'intérêt bas? C'est en lui associant ce bon de souscription d'obligations qui va offrir ici à l'investisseur la possibilité de participer à une seconde émission d'emprunt obligataire à une date bien déterminée et à des conditions avantageuses pour l'investisseur. C'est-à-dire que le taux de rémunération de ce second emprunt obligataire, c'est un taux qui est garanti et il escompte, il espère que ce taux sera supérieur au taux pratiqué sur le marché, ce qui lui permettra donc de souscrire en fait à une seconde émission à des conditions beaucoup plus intéressantes pour lui. Donc, habituellement, c'est dans un contexte où les marchés sont assez, c'est pas très sûr, les choses changent très rapidement et ça permet à l'investisseur ici d'avoir une certaine garantie en termes de taux sur un prochain emprunt obligataire. Donc, on a l'obligation qui est mise à un taux inférieur au marché dans un premier temps et puis, deuxièmement, le BSO, le bon de souscription d'obligation, le droit de participer à une seconde émission à un taux fixé d'avance. Alors, comment comptabiliser cette obligation à bon de souscription d'obligations chez l'émetteur? Ce sera un peu comme on l'a vu pour l'obligation ordinaire qui n'a pas de conditions particulières, où on aura le compte trésorerie qui sera débité, le compte de prime de remboursement qui sera la différence entre le prix de remboursement et la valeur d'émission de l'obligation, et puis le compte d'autres emprunts obligataires qui va être crédité. Maintenant, la valeur du bon de souscription d'obligation, elle va être comptabilisée dans le compte de produits constaté d'avance. Ça, c'est important de noter ça, le changement ici. C'est que chez l'émetteur, on va mettre la valeur du BSO, du bon de souscription d'obligation, dans le compte de produit constaté d'avance. Et puis, ce compte de produit constaté d'avance va être rapporté au résultat financier au fur et à mesure que les obligataires vont utiliser leurs bons de souscription d'obligation. Donc, lorsqu'ils ne les utilisent pas et que ces bons de souscription d'obligation sont périmés,
on comptabilise la valeur correspondante en produits financiers également. Maintenant, chez le souscripteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement distinguer l'obligation du bon de souscription qui est associé. On voit donc qu'il y a une comptabilisation dans deux comptes distincts ici. Et puis le compte banque, lui, il va être crédité. Lors de l'exercice donc du bon de souscription d'obligation, le coût d'acquisition de l'obligation du second emprunt inclut bien entendu le coût du BSO. Ça fait partie intégrante du coût du BSO. Donc, passons comme ça en revue le dossier 1 de l'examen 2016 qui comportait une partie sur l'emprunt obligataire, un peu pour nous préparer dans des conditions d'examen. Je rappelle également que pour pouvoir traiter ce cas, mets la vidéo en pause, tu télécharges dans la description le PDF de l'exercice de ce dossier qui avait été traité dans l'examen 2016, tu traites le cas et puis après on regarde la correction. La société Shiva émet un emprunt obligataire pour financer une partie de son programme d'investissement. Voilà le programme obligataire. L'annexe dit la société Shiva émet son emprunt obligataire le 1er juin 2015, 80 000 obligations de 30 € de valeur nominale, prix d'émission 29 € avec un taux d'intérêt de 5%, durée de l'emprunt 8 ans, remboursement au pair, durée de l'emprunt 8 ans, remboursement in fine le 31 mai 2023. Donc voilà, des notions comme ça, remboursement au pair signifie que le remboursement se fait à la même valeur que la valeur nominale. Donc ça, c'est des expressions qu'il faut comprendre. In fine, ça signifie à la fin, n'est-ce pas, de la durée de l'emprunt. Donc les frais d'émission de l'emprunt 40 000 € sont amortis sur 4 ans sans prorata temporaire. Vous notez également que le taux de TVA est donné ici, c'est à des fins académiques. Alors la prime de remboursement est amortie au prorata des intérêts courus. Le montant de la première dotation est égal à 5 833. On a le tableau de remboursement d'emprunt. On peut constater ici que au cours de la durée de l'emprunt, on n'amortit pas d'obligations. C'est in fine à la fin que les 80 000 obligations vont être remboursées dans leur intégralité. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé? Première question, enregistrer les écritures d'émission de l'emprunt et des frais d'émission au 1er juin 2015. Donc, on va noter tout à l'heure quelques détails. Les caractéristiques de l'emprunt, on a dit le nombre de titres, c'est 80 000. Le prix de remboursement, 30 €. Le prix d'émission, 29 €. Donc, pour chacune des obligations, pour chacun des titres, on a une prime de remboursement de 1 €, n'est-ce pas? Au total, 1 € fois 80 000, ça fait 80 000 €. On va donc comptabiliser une prime de remboursement de 80 000 € qui est portée au débit du compte de 169. Et puis, le compte d'emprunt va être crédité pour le prix de remboursement, c'est-à-dire 30 € fois les 80 000 obligations, on aura cette valeur. Et puis là, on a reçu en trésorerie 2 320 000. Les frais d'émission de l'emprunt, dans un premier temps, sont comptabilisés directement en charge pour 40 000 et puis en contrepartie du compte de trésorerie. Alors, deuxième question, poser le calcul permettant d'obtenir la première dotation pour l'amortissement de la prime de remboursement. On a vu que dans l'exercice, il est question d'amortir la prime de remboursement au prorata des intérêts courus. On va déterminer déjà les intérêts sur le premier exercice, à savoir que l'intérêt couru va être déterminé sur la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015, soit les 120 000 d'intérêt annuel au prorata des 7 mois sur 12, on a 70 000. Maintenant, la valeur de la dotation d'amortissement, c'est une règle de 3, c'est-à-dire qu'on prend les 80 000 de primes de remboursement fois 70 000 l'intérêt couru sur la période, divisé par l'intérêt couru sur la période complète de l'emprunt, on a exactement les 5 833 €. Quelle autre technique l'entreprise aurait-elle pu choisir pour l'amortissement de la prime de remboursement? Comme on l'a vu dans le cours, il y a deux modalités de remboursement, d'amortissement de la prime de remboursement. Premièrement, on a l'amortissement, comme on vient de le voir, au prorata des intérêts courus, mais il y a aussi l'amortissement linéaire, c'est-à-dire qu'on a le montant de la prime, on divise par la durée, tout simplement, sur laquelle cette prime est amortie, et on aura donc la valeur à passer comme dotation, donc par fraction égale. Quatrième point, il s'agissait d'enregistrer les écritures d'inventaire du 31 décembre 2015. Alors, dans les écritures d'inventaire, on va comptabiliser déjà les intérêts courus sur les 7 premiers mois de l'année. On a donc la valeur 70 000. Deuxièmement, les frais d'émission d'emprunt vont être activés. On va donc les comptabiliser dans un compte d'actifs parce que les conditions sont, du moins, c'est l'option que l'entreprise a choisie en contrepartie du compte de transfert de charges. Les charges ces frais d'émission vont naturellement être amortis sur 4 années telles que l'exercice l'a demandé. Et puis, on va donc débiter un compte de dotation en contrepartie du compte de frais d'émission d'emprunt. Et puis, enfin, on amortit les primes de remboursement d'obligations au prorata des intérêts courus et on a donc les comptes devant nous.
Cinquième point, il s'agissait d'enregistrer les écritures du service de l'emprunt du 1er janvier au 31 mai 2016. Donc, 1er janvier, on a déjà l'extourne même, du moins la contrepassation de l'écriture d'intérêt couru. Pourquoi est-ce que c'est important de contrepasser? Parce que lorsque, dans une comptabilité qui se fait de manière auxiliaire, on a divers intervenants. Donc, si on comptabilise un intérêt couru au 31 décembre de l'année N pour des besoins de clôture, eh bien, c'est important de contrepasser cette opération-là au 1er janvier parce que lorsque l'avis de débit, on la recevra de la banque, on va la comptabiliser dans son intégralité. Cet avis de débit, ce sera pour la valeur, pour le coupon, n'est-ce pas, qu'on aura payé sur l'échéance concernée. Donc, cette échéance sera pour 12 mois, donc ce sera logique de comptabiliser l'intégralité des 12 mois en charge pour que ça ne fasse pas doublon. Il aurait fallu qu'on extourne donc l'écriture d'intérêt couru de l'an précédent. Maintenant, le 31 mai 2016, on comptabilise bien entendu le coupon, du moins l'avis de débit reçu de la banque, intérêt des emprunts en contrepartie de la banque. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui veulent avoir l'intégralité des fiches de revision pour pouvoir préparer leur examen, vous pouvez les avoir gratuitement sur le site videodecompta.com. Cliquez dans le lien dans la description, vous aurez donc accès, n'est-ce pas, à l'intégralité des fiches de synthèse qu'on ne retrouvera pas sur YouTube, à l'intégralité des fiches de synthèse, des fiches de revision pour pouvoir reviser, n'est-ce pas, l'examen. Sur le site également, vous aurez accès aux vidéos, aux exercices, aux quiz pour pouvoir vous permettre de préparer également l'examen. Alors, à tout le reste, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui ont fait l'exercice, si c'était compliqué, dites-moi en commentaire le point sur lequel vous avez des préoccupations, des questions. Pour le reste, je vous dis tout simplement à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la série Décrochons l'UE10 de comptabilité approfondie au DCG 2020.